plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro du débrief sur Médian. Merci de nous rester fidèles. Le Gabon et le Togo ont officiellement intégré le Commonwealth le 25 juin 2022 à l'issue du sommet de l'organisation tenu à Kigali, au Rwanda. Cette intégration intervient 27 ans après l'adhésion du Cameroun au Commonwealth et 13 ans après celle du Rwanda en 2009. Pourquoi cette adhésion croissante de pays francophones au Commonwealth? Quels enjeux sur le plan diplomatique, politique et économique? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, l'Égypte, le Congo, l'Ouganda et l'Éthiopie, les pays africains visités par le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergueï Lavrov. Une tournée africaine qui intervient dans un contexte de tension entre la Russie, les États-Unis et l'Union européenne à cause de la guerre en Ukraine. Est-ce une opération de charme sur le continent africain? Quels enjeux de cette tournée africaine du chef de la diplomatie russe pour l'Afrique? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Pour en parler sur ce plateau, nous sommes avec nos invités, M. Mamadou Sy Albert, journaliste et analyste politique. Merci d'avoir une nouvelle fois répondu à notre invitation. Merci Daouda, le plaisir est partagé. C'est toujours vraiment une fierté que je viens discuter avec vous. Et bonjour à M. Gueye. M. Seck. Et merci également M. Alassane Seck, président de la Ligue sénégalaise des droits humains, d'avoir une nouvelle fois accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Daouda. Je remercie Médian TV. Je remercie Daouda Sow, qui a été toujours un jeune très, entrepreneur, et tout à fait dans son rôle de grand journaliste actuellement à TV1, à Médian TV. Donc je le remercie sincèrement pour sa énième invitation. Je vous remercie également pour cette générosité intellectuelle-là. Déjà, quelle lecture faites-vous de l'intégration de ces deux pays, jadis francophones, en tout cas toujours francophones, de ces deux pays francophones qui ont intégré en juin 2022 le Commonwealth? C'est vrai qu'on peut le constater, pour peut-être apprécier, on peut dire, en imaginant que ça peut être une opportunité pour ces pays-là d'avoir donc une occasion. Peut-être sur le plan économique, surtout moi je pense à l'économie, je pense un peu plus à la diplomatie politique. On peut penser, on peut soupçonner que bon, c'est vrai que c'est l'ère du temps que les anglo-saxons sont un peu plus pragmatiques. Dans l'histoire du monde, les anglophones, les anglo-saxons, l'Angleterre, les États-Unis, l'anglais tout court, donc, a presque prédominé le monde. De ce point de vue, si on compare la francophonie avec près de quinzaine d'États, comparé au Commonwealth qui a autour de 54 États, et 56 maintenant donc, vous voyez, donc le compte est bon, et déjà indicatif que c'est pour des enjeux économiques plus que autre chose pour que ces gens puissent avoir des occasions, des opportunités d'affaires qui permettraient à ces pays d'émerger davantage par rapport aux autres associations, aux autres plateformes. Et d'ailleurs, pour ce qui est de ces enjeux, pour les autorités togolaises, l'adhésion du Togo est motivée par le désir d'étendre son réseau diplomatique, politique et économique, vous l'avez rappelé tout à l'heure, et de se rapprocher du monde anglophone. Le président Ali Bongo, pour sa part, lui a fait savoir que cette adhésion permettra à son pays, le Gabon, d'ouvrir un nouveau chapitre de son histoire à de nouvelles opportunités sur les plans économiques, diplomatiques et culturels. Est-ce que cela ne témoigne pas aussi d'une certaine insatisfaction des pays concernés par rapport au modèle francophone de développement? Absolument, c'est le cas de le dire. On a toujours dit que la francophonie, comme on a pu le constater nous avec l'avènement du président Abdou Diouf pendant peut-être une bonne dizaine d'années, que la francophonie n'a pas fait. Comparé un peu au Commonwealth, la francophonie n'a pas fait ce qu'a fait le Commonwealth sur le plan donc, de la solidarité donc, entre États, ensuite sur le plan de l'évolution ou j'allais dire de l'élargissement du pays adhérent par rapport à ses intérêts. On n'a pas vu cette activité forte. Déjà que la francophonie, c'est environ 300 millions aujourd'hui de population, alors qu'à côté, le Commonwealth, c'est 2,5 milliards. N'est-ce pas? Donc tout ça pour indiquer que c'est des opportunités, c'est ce qu'on appelle une adhésion opportuniste et tout à fait justifié que les gens puissent aller vers donc, les endroits ou les plateformes qui donneraient plus de garanties, beaucoup plus de
comment dire, d'évolution. Les gens veulent évoluer, veulent émerger. Et surtout, si vous faites le compte, on imagine tout de suite que la francophonie donne moins de garanties que le Commonwealth par rapport à l'évolution d'un pays donné. Et on reste avec ce Commonwealth-là, monsieur Si, qui est une association volontaire de 56 pays indépendants et égaux et abrite 2,5 milliards de personnes, je l'ai rappelé tout à l'heure, qui comprend à la fois des économies avancées et des pays en développement. Les racines du Commonwealth remontent à l'Empire britannique, mais aujourd'hui, n'importe quel pays peut rejoindre le Commonwealth moderne, comme on l'appelle. C'est d'ailleurs pour cela qu'on a vu le Gabon et le Togo l'intégrer dernièrement. Selon vous, pourquoi cette expansion accrue du Commonwealth? À l'origine, c'était les anciennes colonies britanniques, mais de plus en plus aujourd'hui, l'organisation est ouverte à tout État ou bien tout État avancé ou bien en développement qui voudrait intégrer l'organisation. Bon, je crois qu'il y a plusieurs facteurs. Le premier, il est d'ordre stratégique. Le Commonwealth, c'est une communauté, comme vous dites, assez dynamique sur le plan politique et économique. Et l'Angleterre a su se retirer de ses anciennes colonies mieux que la France. Il y a un modèle américain qui a influencé le modèle anglais. Donc, quelque part, les pays africains, francophones, se rendent compte, après des décennies d'indépendance, le modèle français, le modèle colonial, post-colonial français, n'a pas réussi sur le plan politique et économique. Donc, il y a un bilan qui ne dit pas son nom, que les pays africains constatent un retard, surtout sur le plan politique et économique, et évidemment sur le plan culturel. C'est ça qui explique l'influence du Commonwealth, parce que l'Angleterre est un partenaire stratégique des États-Unis. Et si vous regardez la configuration de la gouvernance mondiale, aujourd'hui, le modèle anglophone est dominant. C'est à la limite, c'est le modèle standard des institutions de financement des États-Unis. Même les pays européens s'alignent sur le modèle anglophone. Les anciennes colonies indépendantes tirent la conclusion que les pays anglophones se développent mieux et plus. Il y a une meilleure organisation de l'État, il y a des politiques de développement, il y a plus d'opportunités. Et en plus, comme vous dites, le marché est beaucoup plus dynamique et plus innovant. C'est cette évaluation que les pays africains ont fait de la relation avec la France. Et bon, on le voit aussi, malgré les politiques d'ajustement, malgré la bonne gouvernance, les francophones n'avancent pas. Il n'y a pas d'avancée démocratique, il n'y a pas d'avancée du marché, il n'y a pas de développement au bout du compte. Donc il y a un essoufflement du modèle francophone qui fait que, par exemple, le Rwanda a été l'exemple typique d'un pays africain qui a su s'intégrer au Commonwealth. Et on va d'ailleurs revenir sur cet exemple du Rwanda là. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne, un pays qui a quitté l'Union européenne à la suite du Brexit, aujourd'hui qui renforce également son expansion en Afrique, au-delà même de la francophonie. Est-ce que cela ne risque pas aussi de créer un duel Commonwealth-Union européenne? Mais bien sûr, l'Union européenne est également très présente dans plusieurs projets de développement ou bien d'accompagnement de processus politiques sur le continent africain. Je crois que, bon, si nous prenons notre partenaire historique stratégique, la France est consciente qu'elle n'a plus l'influence qu'elle avait. Elle n'a plus également les moyens politiques et économiques pour garder son giron traditionnel. La France est en train de se réajuster depuis une dizaine d'années. Macron, je pense, ouvre une perspective, en tout cas une issue à la France et à l'Europe. Et la France s'appuie sur l'Union européenne. Donc on va vers un conflit entre le modèle français qui est obligé de s'adapter et l'Union européenne. La France joue sur les deux leviers. C'est s'appuyer sur l'Union européenne pour redéfinir sa politique en Afrique. Mais malheureusement, cette stratégie-là, elle bute à la stratégie américaine. Les Américains travaillent au niveau mondial, mais en Europe, l'allié naturel des États-Unis, c'est l'Angleterre. Donc on a ces deux modèles conflictuels qui font que le Commonwealth va développer son influence. Parce que les Américains ne sont pas présents politiquement et économiquement en Afrique. Mais par contre, le Commonwealth, c'est une organisation politique qui va être une menace pour la francophonie.
Donc ça veut dire que si vous regardez ce qui se passe, la France est bousculée par ce Commonwealth-là, mais elle est bousculée par les Américains, elle est bousculée aussi par la Chine et l'Union soviétique, et la Russie. Donc ça veut dire que je pense que la mondialisation fait que l'anglais est dominant. Le français est en train de mourir sa belle mort, et il faudrait que les pays africains prennent conscience qu'aujourd'hui, la langue mondiale, c'est l'anglais, l'économie mondiale, c'est le modèle américain et le Commonwealth. Donc, on est dans ce conflit. Malheureusement, moi, c'est ce que je regrette. Jusqu'à présent, les pays africains ou les pays francophones, de manière générale, n'ont pas trouvé leur propre modèle. Il faudrait que les Africains fassent, c'est vrai, l'évaluation du modèle postcolonial français qui s'est essoufflé, mais il faut faire aussi le modèle américain pour essayer de trouver une ligne médiane. Et pour ce qui est de ce modèle africain, actuellement, il y a des initiatives de plus en plus croissantes au niveau de l'Union africaine et même au niveau des communautés économiques régionales, comme la CEDEAO, qui est une communauté économique régionale assez dynamique. On reste toujours avec le Commonwealth, où les gouvernements des pays membres ont convenu des objectifs communs, tels que le développement, la démocratie et la paix, des valeurs et principes exprimés déjà dans la charte du Commonwealth. Quels sont selon vous, M. Seck, les avantages aujourd'hui que ces pays-là, surtout les pays africains, pourraient tirer de leur adhésion au Commonwealth? Comme il a bien dit, c'est Albert, que c'est vrai, d'abord il y a cette notion de solidarité forte que les gens peuvent, dont les États adhérents au Commonwealth peuvent bénéficier par rapport à la situation donc, dans la francophonie. Ça, on peut le constater. Quand vous dites le Rwanda qui a été un exemple de réussite, parce qu'intégrant le Commonwealth, alors que le Rwanda est un pays colonisé par les Belges, qui sont par définition des francophones, c'est pour dire que cette situation d'avantages économiques, diplomatiques, même les droits humains, je pense qu'au niveau africain, ce n'est pas leur tasse de thé, mais sur le plan économique. Parce qu'il faudrait voir que l'Afrique revient de très loin. Quand on pense au Rwanda, qui est un exemple type, qui a perdu le génocide de 1994, il y a eu presque 800 000 morts, dit-on, sinon plus, avec le décompte. Donc si le Rwanda donne maintenant l'exemple d'un pays modèle, on le voit partout, le Rwanda, son président qui a son énième mandat, donc est toujours indexé comme la référence en Afrique de réussite économique, de rigueur sur le plan donc, de la gestion des populations. On voit le Rwanda donne toujours l'exemple d'un pays qui avance. Oui, un pays qui avance, un pays développé, mais également un pays également contesté sur le plan des droits. Déjà, la tenue du sommet du Commonwealth de juin dernier au Rwanda a été vivement critiquée par les organisations de défense des droits humains qui ont accusé les dirigeants de l'organisation de fermer les yeux sur la répression et l'emprisonnement des opposants aujourd'hui rwandais dans le pays. En tant que déjà défenseur des droits humains, êtes-vous du même avis? Absolument, ah oui, nous l'avons vécu. Nous, on a la chance d'être dans une fédération qui s'appelle la FIDH, Fédération internationale des ligues des droits de l'homme. Et le Rwanda donne l'exemple d'un pays où la répression est faite tout azimut. Le Rwanda, il n'y a pas d'association de droits de l'homme active. Nous, toutes les associations de droits de l'homme qui sont du Rwanda sont installées en exil en France ou en Belgique. Pour vous dire combien la répression est féroce depuis l'avènement du président Kagame. Donc ça, c'est un constat. Et ça, nous l'avons dit, quand le Rwanda se permet donc même de vouloir accueillir des migrants qui sont demandeurs d'asile en Angleterre, que l'Angleterre, sous-traite. Donc le Rwanda, c'est presque un scandale sans nom que le Rwanda puisse avoir cette position d'accepter un processus qui a d'ailleurs été bloqué par la Cour britannique. La Cour britannique, heureusement d'ailleurs, mais c'est pour dire que le Rwanda donne peut-être l'exemple d'un pays, un pays riche, mais un pays qui émerge, qui avance, dit-on, malgré l'avis donc des ressortissants rwandais que je connais, qui disent que le Rwanda, il n'y a rien de spécial, le président fait la pluie et le beau temps, c'est un dictateur qui ne se gêne pas pour faire ce qu'il veut faire. Donc c'est pour dire que
En quoi le Commonwealth en tant que tel, on a vu ce matin une personnalité sénégalaise demander l'adhésion du Sénégal par rapport, je ne veux pas donner son nom, c'est Pierre Goudiaby Atepa, qui souhaite que le Sénégal donc, copie l'exemple du Togo ou du Cameroun. C'est pour dire que en quoi le Commonwealth en tant que tel donne une image attrayante, qu'on appelle une image, on dit entre guillemets sexy, qui fait qu'il y a une tentation d'un pays qui voudrait peut-être avoir plus de solidarité, plus de moyens, donc d'aller vers le Commonwealth plutôt que pour la francophonie qui, moi, je constate depuis quelque temps d'ailleurs, qui a perdu de son énergie. On l'entend très rarement, la francophonie, dans les affaires du monde, comparé un peu au Commonwealth. Donc ça, c'est une constatation qui fait qu'on on reste avec le Sénégal. Monsieur Sy, le pays actuellement va vers des élections législatives. Les élections législatives se tiennent d'ailleurs ce 31 juillet 2022. Et il y a une autorité ou bien une personnalité sénégalaise, vous l'avez rappelé tout à l'heure, l'architecte sénégalais Pierre Goudiaby Atepa, qui a invité les députés de la prochaine législature, en tout cas ceux qui seront issus de ce vote du 31 juillet, à penser aujourd'hui à voter une loi qui permettrait à un pays comme le Sénégal d'intégrer le Commonwealth à l'image du Togo ou bien du Gabon qui l'ont réussi en juin 2022. Partagez-vous cet avis? Non, personnellement, je pense que ce n'est pas la perspective historique pour le Sénégal. Hein. Nous, on a déjà des problèmes avec notre héritage francophone. On a été l'expression la plus symbolique de la francophonie. Hein. Senghor a joué un rôle énorme. Abdou Diouf a fini sa vie politique à la tête de l'organisation internationale. Donc nous, la langue française, ça ne devrait pas être une langue de domination. C'est ça notre difficulté. Le modèle français, ce n'est plus un modèle. Donc il faut que le Sénégal essaie de capitaliser sa francophonie. On est une communauté de langues au niveau de l'Afrique. On est des partenaires stratégiques de la France. C'est le modèle de développement que nous devrions revoir. Comment un pays comme le Sénégal pourrait capitaliser sa francophonie avec ce modèle de développement à revoir là, comme vous le dites? Mais c'est la souveraineté politique et économique. Aujourd'hui, la France se bat pour sa souveraineté politique et économique dans l'espace européen. La France se bat pour son autonomie par rapport à l'influence des grandes nations américaines, chinoises et soviétiques. Mais l'Afrique doit se battre pour son indépendance, pour son autonomie politique et économique. Et je pense que le Sénégal est vraiment le pays typique qui pourrait jouer ce leadership-là. On a la diplomatie, on a l'expérience démocratique, on a des ressources humaines, on a des ressources naturelles assez importantes. Donc nous, on peut être un wagon quelque part de cette Afrique dont toutes les nouvelles générations rêvent d'une Afrique indépendante de la France, capable d'avoir une autonomie politique, une autonomie économique. Je pense que c'est à ce niveau-là que nous devons nous battre. Maintenant, pour ce qui est des langues, on ne peut pas faire l'erreur d'aller prendre encore la langue anglaise pour persister dans la domination. C'est la même chose pour la Chine, c'est la même chose pour l'Union soviétique. Nous sommes naturellement une diversité culturelle. Le Sénégal a un potentiel, que ce soit en français, en anglais, en russe. Sur le plan linguistique, on a un capital culturel extraordinaire. Que ce soit nos enseignants, nos diplomates, même nos hommes d'affaires. Donc le Sénégal pouvait très bien être aujourd'hui un modèle plus viable que le Rwanda. On a le potentiel, on a ce rêve-là. Je pense que il faut s'appuyer sur la francophonie, mais tout en restant sur l'ouverture. Senghor a posé quand même l'enracinement et l'ouverture. Donc surtout veiller à préserver cette souveraineté économique et politique-là. Et pour rester sur cette souveraineté politique et économique, M. Seck, pour certains analystes politiques, le Royaume-Uni laisserait plus de liberté aux dirigeants membres de l'organisation, contrairement aujourd'hui à l'Élysée et au Quai d'Orsay, qui chercheraient à tout contrôler, surtout en matière de démocratie, de respect des droits humains et de bonne gouvernance également. Aujourd'hui, vous déjà, partagez-vous cet avis? C'est vrai que ça va être difficile, parce que comme le dit tout à l'heure Albert, ça va être difficile d'être dans la souveraineté en tant que tel, parce qu'il faut se donner les moyens. Est-ce qu'ils ont les moyens d'être indépendants, entre guillemets?
la difficulté. Le Commonwealth, comme j'ai pas pu, comment dire, apprécier ou faire une vérification de l'impact de la gouvernance du Commonwealth par rapport aux pays adhérents, je pense aux pays africains. Mais déjà pour un pays comme le Rwanda est le pays qui est le plus vu en modèle aujourd'hui, de réussite, en tout cas qui a tiré les bénéfices, puisque c'est un pays aujourd'hui en voie de développement avec beaucoup d'avancées. Et pour beaucoup de pays africains, l'intégration au Commonwealth y est pour beaucoup. Et c'est d'ailleurs ce qui a poussé des pays comme le Gabon ou le Togo à intégrer dernièrement l'organisation. C'est vrai que la France est un peu trop présente dans les couloirs de la gouvernance africaine. Le Sénégal, d'ailleurs, tous les Sénégalais, on appelle toujours que nous sommes un peu un département français, pour voir comment nous sommes dans une implication très forte de la France dans notre politique. Et ça va être difficile, comme il dit, mais avec cette génération d'hommes politiques au Sénégal, ceux qui gouvernent actuellement, je ne pense pas qu'ils sont prêts un peu à jouer dans ces risques, comme on dit entre guillemets, de s'éloigner de la France. Malheureusement, c'est un constat. Nous sommes trop souvent en France, nous sommes trop souvent en acquaintance avec la France. Les entreprises françaises, les 90% qui marchent au Sénégal, elles sont françaises, ce n'est pas britanniques, elles ne sont pas turques. Même si Abdoulaye Wade avait commencé à aller voir les Indiens et les Turcs, je pense que ça va être difficile. Il faudra changer de génération. Mais de plus en plus aussi, l'État sénégalais diversifie ses partenaires. De plus en plus de grands marchés de l'État sont gagnés par les Turcs, les Chinois et d'autres nationalités également. Malgré tout, sur le plan politique, la France est toujours plus présente que par le passé. Ça, c'est un constat, même si sur le plan des intérêts, les appels d'offres internationaux, les Turcs ou les Chinois peuvent gagner si les gens jouent le jeu, et c'est tant mieux pour notre trésor. Mais il est évident que sur le plan de cette autonomie, de cette indépendance que devraient avoir les pays africains comme le Sénégal, par rapport à la France, je pense qu'aujourd'hui, avec cette génération de politiques, on n'est pas encore prêt dans cette situation-là. Par contre, il faut imaginer que dans les années à venir, avec les nouvelles générations qui vont venir, qui vont diriger le pays, il y aura forcément une rupture. Parce que justement, cette indépendance vis-à-vis de la France exige des coûts. Et des coûts qu'il faut préparer, qu'il faut assumer. Et ça, ce n'est pas le plus facile. En quoi, je sais que ce n'est pas demain la veille que nous allons sortir du giron français, comme ça, sur un coup de baguette magique. Mais ce sera un processus très long qu'il faut préparer avec beaucoup de hardiesse, beaucoup de rigueur, beaucoup de courage pour demain avoir peut-être des lendemains plus intéressants. Et M. Sy, est-ce qu'aujourd'hui le modèle de développement rwandais n'a pas été une motivation supplémentaire pour tous ces pays africains qui cherchent à intégrer le Commonwealth? Oui, je crois que l'image du Rwanda, elle est bien vendue, que ce soit en Afrique ou à l'étranger. C'est un pays qui a réussi à reconstruire un État, à reconstruire son image et qui est aussi dans des politiques de développement endogènes. Donc ça, c'est un modèle qui influence, tout le monde parle de ce modèle-là. Maintenant, comme M. Seck l'a dit, c'est un modèle quand même défaillant sur le plan démocratique. La gouvernance politique reste à revoir, d'autant qu'on est dans une ère d'instabilité politique. La préservation du pouvoir au-delà de 2 mandats. Mais est-ce que là, sur ce coup-là, le Commonwealth, l'organisation ne joue pas aujourd'hui la carte du respect de la souveraineté des États membres de l'organisation? Absolument, c'est ça la force du Commonwealth. C'est cette diversité culturelle qu'on accepte, qui est le socle d'une communauté. C'est ça que la France n'arrive pas à faire. Respecter la diversité culturelle, respecter l'autonomie, mais être dans un commerce gagnant-gagnant, un partenariat dynamique. Et je pense que c'est ça qui fait que le Rwanda influence beaucoup. Maintenant, moi, personnellement, ce que je retiens du Rwanda, c'est que le Rwanda a été traumatisé par un événement tragique. Et c'est ça qui a créé le socle de l'unité nationale. Personne ne va s'amuser
pour saper cette unité-là, reconquis avec d'énormes difficultés, d'énormes souffrances. Les populations n'ont pas envie de revivre la situation de 1994. Et aujourd'hui, pour le cas de la France aujourd'hui, l'expansion croissante aujourd'hui, ou bien le fait que beaucoup de pays aujourd'hui francophones cherchent à intégrer le Commonwealth, selon vous, est-ce une perte de l'influence de la France sur le continent africain ou bien juste des partenaires supplémentaires? Déjà, je rappelle que de plus en plus, certains pays africains cherchent à réviser aujourd'hui leur partenariat avec l'ancienne métropole. C'est vrai que l'opinion publique française est très forte et très influente sur la politique donc, du gouvernement français. Et ça peut comparer un peu donc, au Commonwealth. La France, sur le plan de l'opinion publique, est plus influente sur son gouvernement que les anglophones. Ça, c'est un constat. Ensuite, ces liens historiques qui font qu'aujourd'hui, il y a des accointances très fortes entre donc, les partis politiques dominants à l'époque, le Parti socialiste français, le Parti socialiste français et sénégalais. Et beaucoup de rapprochements ont été faits dans l'histoire du Sénégal et dans l'histoire même des relations entre le Sénégal et la France. Mais il est évident qu'aujourd'hui, les gens, peut-être comme vous l'avez dit, par option, parce que si on compare un peu les deux fédérations ou les deux associations globales d'États, on pense que tout de suite, comme vous l'avez dit, le Commonwealth qui regorge de 2 milliards de... Déjà là, le Commonwealth par-ci, la francophonie par-là. À côté de cela également, de plus en plus des grandes puissances, à l'image de la Russie, cherchent aujourd'hui à renforcer leur partenariat avec les pays africains. Dernièrement, le ministre russe des Affaires étrangères a mené une tournée africaine à cet effet. Ce sera la thématique en seconde partie d'émission. De retour pour la seconde et dernière partie du débrief. Monsieur Mamadou Sy Albert, déjà, que pensez-vous de cette tournée du chef de la diplomatie russe sur le continent africain? Bon, la Russie revient en Afrique. Bon, elle n'a jamais quitté, l'Afrique quand même. Je pense que le contexte mondial, après l'intervention de la Russie en Ukraine, on se rend compte qu'il y a quand même une géopolitique qui se met en place. Que ce soit les Américains, les Européens, les Chinois se repositionnent dans toutes les zones géographiques, y compris donc l'Afrique. Et la Russie, elle est présente parce que souvenons-nous quand même que l'Union soviétique était à côté de beaucoup de pays pendant la lutte contre la colonisation. L'Union soviétique a joué un grand rôle en Afrique du Sud pendant la lutte contre l'apartheid. Donc historiquement, l'Union soviétique a toujours eu des relations avec des pays africains. Si nous prenons même à côté de chez nous, la Guinée est un exemple parfait des relations multiséculaire entre la Russie et l'Afrique. Maintenant, le Mali également. Le Mali également. Même le Sénégal, l'ancien président du Conseil, du Conseil, Mamadou Dia, a fait des visites en Union soviétique. N'oublions pas aussi que l'Union soviétique a formé beaucoup de cadres sénégalais. Donc la Russie, elle a toujours été là dans des combats politiques contre le modèle français en général et en particulier contre les Américains. Donc c'est ce capital-là que la Russie est en train de reprendre. Maintenant, elle se positionne sur le plan économique. Il ne faut pas aussi que les Africains perdent de vue que la Russie actuelle, elle cherche à développer son économie dans le secteur minier, dans le secteur stratégique. Mais sur le plan militaire également, la Russie, elle est de plus en plus présente au-delà de la diplomatie, du renforcement des forces de sécurité. On voit aujourd'hui la Russie créer des structures privées qui interviennent sur le plan militaire au niveau de l'Afrique. Donc la sécurité, l'économie, c'est ça le soubassement de la diplomatie de la Russie. Et elle va
dans un cadre, c'est vrai, macro ou dans un cadre africain où elle sent qu'elle a des puissances rivales, que ce soit la France, que ce soit l'Europe, que ce soit la Chine. Donc la Russie essaie de s'implanter dans des pays stratégiques. Ce n'est pas un pays qui va venir pour gérer toute l'Afrique, non, elle a des objectifs stratégiques sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan culturel, elle se positionne. Et pour ce qui est de ce positionnement sur le plan stratégique, M. Seck, les pays choisis pour la tournée du chef de la diplomatie russe sont l'Égypte, le Congo, l'Ouganda et l'Éthiopie. Selon vous, pourquoi spécifiquement ces pays-là? Bon, je crois que peut-être il faudra voir que l'Égypte, c'est l'un des pays phares en Afrique. L'Égypte, toute puissante dans son armée, toutes les richesses historiques font que, bon, je pense que ça peut être une opportunité. Vous avez parlé de pays apparemment, même anglophones. Et le Congo également, qui avait adopté une position de neutralité, au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est vrai qu'ils sont dans une opération de charme. C'est à eux d'apprécier les critères de sélection par rapport à certains pays. Mais ce qui est évident, comme l'a bien dit Albert, c'est que sur le plan sécuritaire, nous avons appris que la Russie était présente en Centrafrique depuis longtemps. Il y a eu à la limite une sous-traitance de la sécurité centrafricaine à la Russie. Et le contingent russe a d'ailleurs permis au président centrafricain Touadéra de reprendre beaucoup de localités qui étaient contrôlées par les rebelles. Absolument. Aujourd'hui au Mali, on le voit on le constate que la France a été à la limite remplacée par la Russie avec ses armées privées, comme on dit. Aujourd'hui, la Russie reprend du poil de la bête. Elle a peut-être montré sa puissance à l'Union européenne et aux États-Unis. Aujourd'hui, le Sénégal a besoin même de la Russie pour le céréal. Malheureusement, nous sommes arrivés encore à dépendre sur le plan alimentaire des pays aussi éloignés que l'Ukraine ou la Russie. Donc aujourd'hui, le président Macky Sall est allé à la limite charmer ou négocier humblement avec la Russie pour avoir le droit d'avoir à récupérer le blé exporté par l'Ukraine. Aujourd'hui, parce qu'ils ont ils ont signé avant-hier des accords qui permettent de donner à la Russie d'exporter le blé vers les pays africains. Tout ça montre déjà cette position puissante de la Russie par rapport au monde. Et on reste sur ce conflit russo-ukrainien. Déjà, avec ce conflit actuel, les conséquences pèsent lourdement sur les pays africains en termes de renchérissement des coûts de produits de première nécessité, comme les hydrocarbures et les céréales que vous avez rappelé tout à l'heure. Cette tournée aujourd'hui pourrait-elle être l'occasion pour les pays visités de renforcer aujourd'hui le plaidoyer, un plaidoyer qui a d'ailleurs commencé avec le président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, le président Macky Sall, et le président de la commission également, Moussa Faki Mahamat. Est-ce que cette visite pourrait permettre à ces 4 pays aujourd'hui visités de renforcer ce plaidoyer-là aujourd'hui pour la libération aujourd'hui de ces produits dont dépendent beaucoup de pays africains? Ça devrait être le but recherché, qu'il y ait beaucoup plus de contacts plus intimes, plus proches, qui font qu'aujourd'hui, qu'ils puissent avoir une action rapide. Parce qu'aujourd'hui, comme le temps presse, la guerre commence à durer, ça a déjà fait 6 mois. Donc il est urgent que tout soit débloqué, mais qu'il n'y ait pas de conséquences néfastes par rapport aux pays africains qui sont menacés au niveau interne. Parce que si les populations commencent à gronder, comme c'est le cas, tout est cher maintenant dans les pays africains, parce que tout est importé, tout était importé, maintenant tout est bloqué. Et quand c'est bloqué, c'est des menaces de famine, des menaces de mécontentement des populations. Et donc, il est urgent que les États africains puissent parachever leurs négociations et arriver à acquérir le matériel. Je pense aux aliments, je pense au blé, je pense aux hydrocarbures qui sont indispensables parce que le Sénégal pour l'instant n'a pas encore commencé à exploiter ni son gaz ni son pétrole. Donc il est urgent qu'on continue à être alimenté par les pays comme la Russie, comme l'Ukraine. Et M. Seck qui a annoncé tout à l'heure l'accord qui a été signé entre la Russie et l'Ukraine en Turquie sous l'égide des Nations Unies. Mais est-ce que le bombardement aujourd'hui par l'aviation russe, un bombardement en tout cas présumé puisque l'Ukraine accuse l'aviation russe d'avoir bombardé l'un des principaux ports ukrainiens d'exportation des marchandises, est-ce que cela ne risque pas de constituer un nouveau blocage par rapport à la libération des céréales aujourd'hui pour les pays africains? Je crois
je crois qu'aussi, il ne faut pas que l'opinion internationale se trompe. La Russie est en guerre contre l'Ukraine, elle ira jusqu'au bout. C'est ça, il ne faut pas penser que la Russie va s'arrêter à mi-chemin. En si bon chemin. Ils vont aller jusqu'au bout. Maintenant, probablement, il y aura une répartition de l'Ukraine. Peut-être que les Nations Unies vont finir par mettre tout le monde autour d'une table si ces négociations aboutissent. Ça veut dire simplement que on est parti pour une redéfinition des relations internationales. Il faut que les Africains se projettent dans cette perspective-là. Il y a une géopolitique qui se met en place. La Russie se positionne, on l'a dit tout à l'heure à travers son ministre des Affaires étrangères. On l'a vu également avec la Chine. Le rapprochement entre la Russie et la Chine va se poursuivre sous des formes peut-être qu'on n'imagine pas. Ils trouveront une entente contre les États-Unis. Une rencontre s'est dernièrement tenue entre Vladimir Poutine, le président russe, celui iranien et également le président turc Recep Tayyip Erdogan. Absolument. Donc ça veut dire que même les indicateurs des bailleurs de fonds montrent que la crise économique, elle va s'installer. Pendant peut-être 1 an, 2 ans, on va rester dans un cycle de crise économique. Donc l'Afrique va subir cette guerre sur le plan militaire, sur le plan politique, mais sur le plan économique, il ne faut pas qu'on imagine que la Russie va rester docile par rapport aux sanctions. Elle va réagir par rapport à l'euro. Elle fera tout pour subir moins la pression des sanctions. Ça veut dire que les Africains vont subir d'une manière ou d'une autre cette crise économique en perspective. Maintenant, peut-être la seule bonne nouvelle, c'est que la Russie joue une carte en Afrique. Elle veut que l'Afrique ne soit pas derrière l'Europe et les États-Unis au niveau des Nations Unies. Elle sait qu'il y a beaucoup de pays africains qui ressentent cette guerre injuste. Elle sait que les pays africains restent dans des positions de non-alignement. Donc, elle va tout faire pour réduire l'impact de la crise. Donc, la Russie accepte que les céréales circulent. Elle accepte de ne pas trop insister sur la crise du pétrole et du gaz. Elle va essayer de jouer une carte diplomatique pour que l'Afrique ne souffre pas plus. Parce que si les Africains souffrent plus, c'est sûr et certain que les États africains vont s'aligner derrière les Européens. Et donc, elle joue une diplomatie assez intelligente pour s'en sortir, que l'adversaire des Russes, c'est les États-Unis. Ça, c'est clair dans leur stratégie. Et M. Seck, vous avez rappelé tout à l'heure, en tout cas tout à l'heure, nous avons essayé de comprendre pourquoi le choix aujourd'hui de l'Égypte et du Congo. Pour ce qui est des 2 autres pays, à savoir l'Ouganda et l'Éthiopie, cette visite est également une occasion pour Moscou de renforcer la coopération avec l'axe Addis Abeba et Kampala. Avec la guerre déjà du Tigré, l'Éthiopie s'est vue suspendre son soutien budgétaire par l'Union européenne au moment aussi où les Américains procédaient au gel de leur accord commercial avec l'Éthiopie. La même chose également a été vécue par l'Ouganda, qui était accusé aujourd'hui de problèmes de violation des droits de l'homme. Mais est-ce que de telles décisions des Américains et de l'Union européenne ne poussent pas davantage des pays africains aujourd'hui à s'orienter vers la Russie ou vers d'autres partenaires comme l'Iran, la Chine et j'en passe? Moi, c'est vrai que c'est un peu la difficulté un peu de la diplomatie sur le plan même mondial. Parce que si vous rejetez quelqu'un, il va aller dans les bras d'un autre. C'est le cas aujourd'hui. L'Éthiopie, c'est une centaine de millions d'habitants. C'est un gros marché. L'Ouganda, c'est aussi important en termes de population. L'Éthiopie est un pays qui a beaucoup renforcé son partenariat avec la Chine également. Actuellement, le principal créancier de l'Éthiopie, c'est la Chine. C'est vrai que l'Éthiopie est un bon marché demain pour les Russes. Si aujourd'hui les Russes constatent que l'Éthiopie est rejetée par les Américains ou l'Union européenne, mais c'est une bonne aubaine pour eux d'aller les récupérer, comme l'a bien dit Albert. Si demain au niveau des Nations Unies, il y a des votes à faire, il faudra donner des clins d'œil à ses amis. Donc ils cherchent de nouveaux amis, comme l'Éthiopie, comme l'Ouganda, comme vous l'avez dit, l'Ouganda qui a été sanctionné par les États-Unis. Donc c'est de bonne guerre, hein. C'est des politiques qu'il faut éviter la politique de la chaise vide. Il faut être présent.
il faut continuer. La Russie n'avait pas donné cette habitude que le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, aille dans les pays africains en visite. Ça c'est rare, surtout en période de guerre actuellement. Donc c'est de bonne guerre. On peut imaginer qu'ils sont là pour faire une opération de charme, donner des clins d'œil au cas où ils auraient besoin de ces pays visités pour continuer donc à alimenter leur marché éventuellement et faire appel à eux quand au niveau des Nations Unies il y aura des choix à faire pour des votes de sanctions. Je pense que ça c'est important. Et déjà deux agendas qui se rencontrent sur le continent africain. Oui. La visite de Sergei Lavrov intervient au même moment ou bien presque au même moment que celle du président français Emmanuel Macron au Cameroun et au Bénin. Simple coïncidence d'agenda ou bien est-ce une façon aussi pour la France de contrer l'expansion de la Russie sur l'Afrique? Il faut imaginer les deux cas de figure, tout est possible. Hein. Il y a rarement de coïncidence, c'est toujours calculé. Bon, la France a besoin du Cameroun, le Cameroun c'est à la limite un allié historique. Donc même si le Cameroun, on a beaucoup à redire sur sa gouvernance, le président qui fait plus de 40 ans, on n'ose pas imaginer une opposition normale au Cameroun. Moi j'ai été au Cameroun, je connais beaucoup de Camerounais. Les associations de droits de l'homme ne sont pas très vives. Officiellement, ce n'était pas des thématiques à l'ordre du jour lors de la visite du président français. La démocratie, la bonne gouvernance, les droits humains, ce n'était pas à l'ordre du jour. Malheureusement, vous avez pu le constater. Donc, c'est des sujets qui fâchent. Et il faut éviter de fâcher le vieux chef. Donc, les gens tournent en rond, parlent des choses peut-être beaucoup plus pratiques pour eux, c'est-à-dire l'économie et tout le reste. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut comprendre aisément qu'il y a les deux camps, la France. Parce que quand il a parlé hier, il a parlé d'hypocrisie des Africains. Parce que d'après Macron, les Africains n'ont pas annoncé qu'il y avait une guerre en Russie, en Ukraine. Donc pour lui, c'est ça l'hypocrisie. Le fait de ne pas accepter de dire qu'il y a la guerre en Ukraine. Le président français n'a pas apprécié aujourd'hui la position de neutralité adoptée par certains pays africains. Des pays africains qui aussi pour la plupart ont de bons rapports également diplomatiques et de partenariat avec la Russie. Aujourd'hui, M. Sy, pour ce qui est des autorités ukrainiennes, ils ont vivement critiqué le voyage de Sergei Lavrov en Afrique en ces termes. Vous organisez une famine artificielle et vous venez ensuite réconforter les gens. De telles déclarations n'aggravent-elles pas déjà une situation compliquée entre l'Ukraine et la Russie? Non, je ne crois pas. C'est des querelles diplomatiques. Hein. Le président ukrainien dénonce la démarche. Macron a été déjà le premier à dénoncer Poutine en disant que c'est un cruel. Biden l'a dénoncé en disant que c'est à la limite quelqu'un qui s'en fout de la démocratie. Donc la critique contre la Russie, contre Poutine, elle est régulière, elle rentre dans un cadre normal d'une bataille d'influence. Bon. Maintenant, c'est vrai que sur le plan économique, si vous regardez aussi, hein, l'Ukraine n'est pas exempte de critiques. Hein, parce qu'au lieu de mettre en avant l'intérêt de l'Ukraine et engager des négociations sérieuses avec la Russie, l'Ukraine entretient cette guerre-là, en allant chercher des armements, en allant chercher des secours, en posant sa candidature à l'Union africaine, à l'Union européenne. Donc tout ça, c'est des subterfuges. Alors que la question de fond, c'est une guerre, elle est là, elle sera longue. Comment s'en sortir? À mon avis, c'est ça qui devrait être l'option de l'Ukraine. D'autant qu'il y a des pays comme la Turquie, il y a des pays africains, il y a la Chine. Donc il y a beaucoup de pays qui aimeraient bien arrêter cette guerre. Et pour arrêter cette guerre-là, au-delà de l'accord signé pour la libération des céréales des ports ukrainiens, aujourd'hui, quelle solution également pour réduire l'impact de cette guerre sur des pays comme ceux de l'Afrique, du continent africain, qui aujourd'hui sont durement impactés par les conséquences de ce conflit-là? Bon, je crois que ce qu'il faut faire, c'est d'arriver à avoir une diplomatie cohérente. Les Nations Unies doivent prendre leurs responsabilités. Ce n'est pas à des pays tiers comme la Turquie ou le président de l'Union africaine ou le président de la Coupe. Ce n'est pas à eux de gérer une crise aussi importante par ses conséquences politiques, par ses conséquences économiques. Les Nations Unies doivent prendre leurs responsabilités. C'est l'institution qui est faite pour la médiation, pour gérer des conflits, pour dépasser des conflits.
Donc, à mon avis, ça, c'est une première chose qu'il faut faire. C'est vrai que aussi le secrétaire général des Nations Unies a séjourné en Union soviétique, il a des relations diplomatiques, mais il faut aller plus loin. La sortie de la crise, elle ne peut être que diplomatique. Il faut que les Nations Unies prennent leurs responsabilités. Et je crois que le président Macky Sall, c'est ça son objectif premier qui n'est pas déclaré. Alors que l'Union africaine devrait saisir peut-être les Nations Unies en tant qu'organisation politique pour essayer de voir comment trouver une médiation. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y a les conséquences dramatiques. Les céréales vont continuer à circuler, le gaz ne sera pas peut-être bloqué. La crise va être atténuée au niveau de son impact social. Mais moi, je ne suis pas sûr que cette crise-là n'ait pas des impacts sur les pays africains. Il y a, par exemple, déjà que les impacts ont commencé pour beaucoup. Mais regardez le Mali, regardez le Burkina, regardez le Niger, regardez le terrorisme, comment il se développe. Plus la crise de l'Ukraine va durer, plus les impacts économiques et cette guerre qui traverse toute l'Afrique, je ne suis pas sûr qu'on ne va pas entrer dans l'instabilité politique. Et je crois que là, il y a vraiment un effort à faire au niveau de l'Union africaine. Mais aussi, il faudrait peut-être parler plus directement au président russe. Il est trop seul, il est isolé. Et quand tu vois un pays aussi puissant sur le plan militaire, aussi expérimenté, vous voulez l'isoler, même vous voulez provoquer la chute de Poutine, à mon avis, ce n'est pas la bonne perspective. Ça peut déboucher sur une guerre beaucoup plus redoutable si vraiment les Nations Unies n'anticipent pas sur les conséquences. Par rapport à cette guerre, M. Seck, qu'est-ce qui retarde, selon vous, aujourd'hui, les solutions diplomatiques? La guerre, elle persiste, elle fait des victimes, que ce soit des morts, des déplacés, des réfugiés et autres, au-delà aussi des conséquences sur les pays africains. Qu'est-ce qui retarde aujourd'hui les solutions diplomatiques entre la Russie et également l'Ukraine? Comme il a bien dit, je pense qu'il n'y a pas eu encore de jonction entre les belligérants et les interfaces. Il n'y a pas, comme il a bien dit, une interface comme les Nations Unies qui serait assez crédible pour jouer un peu le médiateur. Ce n'est pas le cas. Comme il a bien dit, Poutine apparemment a l'air d'être trop seul dans son camp, avec peut-être ses conseils internes, ses conseils nationaux. Et je pense que lui, il avait une idée derrière la tête. Parce que j'ai appris hier qu'il a dit qu'ils vont annexer l'Ukraine. Donc le but ultime, c'est l'annexion de l'Ukraine en tant que partie intégrante de la Russie. Mais le président Vladimir Poutine n'a jamais caché également l'intention de la Russie d'annexer également l'Ukraine. Voilà, donc de ce point de vue, il faut imaginer qu'il est donc dans son calcul. Il a toujours été clair que l'Ukraine n'allait pas intégrer l'OTAN. Sa position a toujours été claire sur ce point-là. Donc de ce point de vue, dans cette logique-là, je pense qu'il est en train de faire des conquêtes, de prendre en charge beaucoup de positions ukrainiennes qu'il a annexées. On appelle maintenant les pro-russes. Et donc, il a un calcul derrière la tête, et même clairement dit, c'est même pas derrière la tête, que s'il a des objectifs militaires qui ne sont pas encore atteints, peut-être qu'il attend que ça soit atteint pour maintenant accepter d'être sur la table des négociations. Et dernièrement également, plus d'1 600 000 Ukrainiens avaient des zones déjà prises par l'armée russe, avaient demandé la nationalité russe, donc se reconnaissaient comme des Russes désormais, plutôt que comme des Ukrainiens. C'est que déjà le chef de la diplomatie américaine, selon en tout cas le chef de la diplomatie américaine, ils l'ont fait sous la contrainte. Mais sinon, on en revient aujourd'hui aux Nations Unies. Ce rôle-là des Nations Unies, est-ce que ce sera une chose facile dans la mesure où on connaît la constitution aujourd'hui du Conseil de sécurité des Nations Unies, avec aujourd'hui les États-Unis qui ont une certaine représentativité, en tout cas une certaine puissance pour faire peser sur les décisions de ce Conseil de sécurité. La France également avec l'Union européenne et des pays comme l'Allemagne et autres. Donc, vu la constitution même du Conseil de sécurité, est-ce que cette position des Nations Unies sera une chose facile? Absolument pas. Parce que malheureusement, comme on peut le constater, les États-Unis, ou plutôt les Nations Unies, n'ont jamais été efficaces. Quand je pense à la guerre en Israël, où il y a eu plus de
N résolutions qui n'ont jamais été appliquées parce qu'il y a toujours eu un veto donc, du camp américain. Donc, ce sera de bonne guerre pour la Russie ou la Chine qui sont dans le Conseil de sécurité. Donc, de ce point de vue, je pense que les Nations Unies gagneraient à être réformées profondément, d'abord pour qu'il y ait beaucoup plus d'efficacité. Sinon, ce sera toujours une foire d'empoignade. On se tient par la barbichette, et c'est le cas aujourd'hui. Vous avez vu, quand il a été question de visiter Kiev, le secrétaire général des Nations Unies a été bombardé pendant son séjour à Kiev récemment, donc pour dire que les Russes n'ont rien à faire de la présence donc, des Nations Unies en Ukraine, et ça a été le cas. Donc il n'est pas étonnant de voir que les Russes, avec leur expérience, leur culture, ce qu'ils ont appris des Nations Unies, savent que les Nations Unies ne pourraient pas régler le problème maintenant qu'ils sont en position de force. Donc on peut penser qu'ils attendent d'avoir donc des positions stratégiques beaucoup plus favorables, beaucoup plus positives pour eux, que ce soit accepté enfin d'entériner, donc par une table ronde, d'entériner la situation, le statu quo. Donc je pense qu'il est dans ce calcul-là, si, comme vous l'avez bien dit, ses objectifs étaient d'annexer l'Ukraine, s'il arrive dans des positions militaires donc, à installer le statu quo, que l'Ukraine soit annexée, comme c'est ce qu'il cherche, ce qu'on imagine, ce qu'il a dit. Donc demain, la situation militaire va évoluer dans le sens positif pour la Russie et qui va accepter une table ronde qui va entériner définitivement le statut de l'Ukraine, malheureusement. Et monsieur, pour ce qui est de l'Afrique, vous l'aviez rappelé tout à l'heure, actuellement l'Afrique semble être le champ de bataille de grandes puissances étrangères, que ce soit la Chine, la Russie, l'Union européenne aujourd'hui et les États-Unis d'Amérique et bien d'autres organisations ou bien pays également. Aujourd'hui, comment est-ce que les pays africains pourraient tirer leur épingle du jeu face à cette guerre géopolitique qui se mène sur le continent africain? C'est qu'au niveau des Nations Unies, il faut une réforme. Le Conseil de sécurité, si on ose dire la vérité, aujourd'hui, c'est les Américains qui sont derrière l'OTAN, qui sont derrière l'intervention des Européens en Ukraine. Cette guerre-là, elle est entretenue par un conflit entre les deux grandes puissances, que sont les Américains et la Russie. Donc ça, c'est une question de fond. Je crois que les Africains doivent encore davantage insister sur la réforme de l'ONU et du Conseil de sécurité. D'ailleurs, depuis des années, le continent africain réclame un siège permanent au Conseil de sécurité. Qu'on le refuse. Absolument. Et deuxièmement, il ne faut pas aussi que les Africains perdent de vue. Ce qui se passe en Ukraine peut se passer en Afrique. On a vu le cas de la Syrie, on a vu le cas de la Libye. Mais le Mali va vers cette configuration-là. Le Burkina. Le Burkina. Donc, les pays africains quand même doivent... des instabilités de part et d'autre à travers le monde qui peuvent également avoir des conséquences sur les pays africains. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions M. Mamadou Sy Albert, journaliste et analyste politique. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci Daouda, toujours avec plaisir. Le plaisir est pour nous. Merci également à M. Alassane Seck, président de la Ligue sénégalaise des droits humains. Toujours aussi un plaisir de partager le plateau avec vous. C'est moi qui te remercie. Je te remercie Daouda. Je remercie aussi surtout Medi 1 TV. Merci également à vous qui nous suivez. Merci à l'équipe technique pour la réalisation et les facilitations. Très bonne suite de programme sur nos antennes.